Entretien de la matinale. C'est avec Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Henri Régotard, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes responsable CFDT Santé Sociaux départemental au CHM. Ces dernières semaines, les grèves s'enchaînent à l'hôpital. D'abord, des agents qui réclament plus de sécurité, qui souhaitent pouvoir se reposer après avoir cumulé des heures supplémentaires. On a l'impression qu'il y a un véritable malaise, un véritable mal-être au centre hospitalier de Mayotte. Effectivement, le mal-être, il est dans tous les domaines. Même si on peut reconnaître les efforts considérables qui ont été faits par le directeur intérimaire concernant les heures sup, parce que ce sont des heures que nous nous battons, ça fait plus de 10 ans, pour qu'ils soient quand même régularisés. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des agents qui ont plus de 300 jours de récupération, donc c'est pas normal. Mais ce mal-être se traduit un peu partout, parce que quand on parle d'heures sup, on parle de surménage au travail, on parle de suractivité. Or, c'est vraiment la chose que, les responsables, le président du CHSCT, ou j'irai jusqu'en haut, au niveau de l'ARS, ils ne reconnaissent toujours pas qu'il y a une surcharge de travail à l'hôpital. Et d'ailleurs, des soignants épuisés, des soignants qui n'ont d'autre choix que de travailler par manque d'effectifs suffisants. L'hôpital est donc sous perfusion. Quel impact sur les malades ? L'impact, déjà, il est sur les agents, parce que là, psychologiquement, nous savons qu'il y a des agents, là, par exemple, qui étaient contraints de rester à la maison par rapport aux histoires de vaccination. On a obligé à rester à la maison. Or, au jour d'aujourd'hui, on sait que sur 10 agents, les 9 ont été contaminés. Donc, voilà, déjà, il y a ce malaise, c'est-à-dire, on oblige des agents à rester à la maison, alors qu'on est en manque d'effectifs. Et cela se traduit également par la prise en charge des malades, parce que au jour d'aujourd'hui, la prise en charge, elle s'est dégradée, et c'est une réalité. Récemment, il y a eu même des viols, parce que quand il y a des choses qui se passent à l'hôpital, on veut les cacher, et ça, c'est pas normal. Et tout ça, ça traduit justement le malaise et les difficultés de la prise en charge à l'heure actuelle. On va en parler de ce viol, mais je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Des agents qui sont obligés de rester à la maison. Est-ce que vous auriez souhaité qu'il y ait une dérogation à Mayotte comme ça? On l'a vu aux Antilles, des soignants, des médecins en tout cas, qui n'ont pas voulu se faire vacciner et qui ont quand même pu continuer à exercer leur métier. Écoutez, de toute façon, les choses sont très très claires. Ici à Mayotte, on n'a jamais tenu compte de la vie du Maoré. Ça, c'est un premier fait. Parce que cette loi, quand elle est sortie, elle a été très claire en disant les dom-toms, ils vont devoir l'adapter. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre la décision, que ce soit de l'ARS, nos élus, parce que c'est nos élus d'abord qui ont décidé ça, de mettre encore Mayotte dans ces obligations-là, alors que nous sommes le premier département d'outre-mer à avoir eu le plus de vaccinations. Donc, on ne devrait plus avoir peur. On ne devrait plus se faire peur entre nous. Nous sommes l'établissement de santé où il y a eu le plus d'agents qui ont été vaccinés. Donc, sous la contrainte ou pas? Oui, mais justement, sous la contrainte, bien sûr, parce qu'on nous a obligés. On nous a obligés. On n'avait pas le choix. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas voulu, justement, pour des raisons X, parce qu'il y en a qui ont peur, il y en a, c'est pour des raisons de santé, il ne faut pas oublier que le malade, il est pas bien soigné au CHM, mais l'agent du CHM n'est carrément pas soigné au CHM. Donc, c'est ça aussi. Donc, les agents, ils étaient contraints de rester chez eux. Là, actuellement, il y en a qui sont encore à la maison, sans salaire, mais la direction s'en fout. On nous dit que des médecins ont quitté aussi Mayotte à cause de ça. Parce qu'on peut faire une dérogation pour ces agents-là pour qu'ils reviennent de la même manière que nous avons fait une dérogation pour permettre à ceux qui étaient testés positifs qui puissent rester et travailler. Donc, tout ça n'a aucun sens. Si aujourd'hui, on permet ceux qui sont contaminés, qui sont vaccinés, parce que ceux qui travaillent sont vaccinés, ceux qui sont vaccinés, qui sont contaminés, on leur permet de travailler, on peut également permettre ceux qui ne sont pas vaccinés, mais qui sont protégés parce qu'ils ne sont pas malades à la maison. Est-ce que vous, les syndicats, vous avez alerté votre direction, l'ARS, par rapport à tout cela? Oui, l'ARS a continué encore à avoir du mépris total envers les agents de la santé à Mayotte.
parce que nous avons demandé un rendez-vous depuis qu'il est arrivé. Il l'a refusé. Il a dit nous verrons en janvier. Janvier ne nous a pas vus. Mais par contre, il s'est quand même dépêché d'aller dans les médias et de dire il a rencontré les partenaires sociaux. Mais il n'a pas aussi manqué d'insulter aussi, de manquer du respect aux agents de l'hôpital en les traitant de feignants. Parce qu'ils sont en arrêt maladie. Alors que tout a un lien. On a parlé des heures supplémentaires qui ne sont pas encore liquidées. Ça fait plus de 4, 5 ans, 6 ans. Quand on parle d'heures supplémentaires, eh ben forcément, il y a de la maltraitance derrière des agents, donc les arrêts maladie. Or, aujourd'hui, le nouveau ARS, il a traité publiquement les agents du CHM de feignants. Et c'est manquer du respect aussi aux médecins qui ont compris que ces agents-là étaient malades et qu'ils avaient besoin d'arrêt. Nous demanderons la confirmation au directeur Vous de pouvez l'Agence regarder régionale de sur le santé. JDM qu'il a communiqué quand il est arrivé. Henri Tout est Rigotard, dedans. vous l'avez dit, vous dites qu'il y a maltraitance sur les agents, mais parfois il y a aussi maltraitance sur les patients, sur les malades. De nombreuses familles portent plainte pour négligence des soignants peu expérimentés qui arrivent à Mayotte et qui s'occupent de malades qui sont touchés par des pathologies assez graves. Mais on a tendance à voir que des fois des procédures sont engagées, mais des procédures qui finissent par s'évaporer dans la nature. Que se passe-t-il exactement? Comment est-ce que le CHM arrive à régler ces problèmes de plainte? Je l'avais dit ici il y a longtemps que le CHM, il est en concubinage avec la gendarmerie et les services de la justice. C'est un fait parce que selon les situations, la justice ne réagit pas de la même manière. On prend l'exemple de notre cher camarade Maolida Abdou, Qui était syndicaliste très actif. Qui a eu des fausses accusations, parce que moi j'étais témoin ce jour-là et pourtant on ne m'a jamais entendu au tribunal. Donc il y a eu des fausses accusations, ça s'est enchaîné. En une semaine, il y a eu comparution immédiate, hein, et aujourd'hui on l'a mis hors touche. On a tout fait justement pour le mettre hors touche. J'aimerais juste rappeler que pour ma situation, par exemple, j'ai déposé plainte, ça fait plus de 2 ans. Contre le CHM? Contre le CHM parce qu'ils m'ont privé de mon traitement chronique pendant à peu près 2 ans. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de suite. Donc, vous imaginez... Il y a 2 poids, 2 mesures? Ah ben bien sûr, c'est évident. C'est évident. Après, on peut le qualifier de comme on veut, oui, machin, tout ça. Mais c'est un fait, c'est comme ça. C'est comme ça parce que, tout simplement, il y a des personnes ici qui feront tout, mais qui ne seront jamais inquiétés. Et ça aussi, c'est une réalité. Des médecins spécialistes même auraient si, même... entre parenthèses, même Oui. si on reconnaît les efforts qui sont apportés par le nouveau procureur actuel. Même si on reconnaît les efforts, parce qu'on voit bien, en dehors du CHM, il y a des choses qui bougent. Mais en l'occurrence, pour les plaintes du CHM, je crains qu'il y a beaucoup de voilà. Pourquoi ça n'aboutit jamais? Les familles finissent par finalement calmer leur colère. Parce que si je vous ai donné mon cas comme exemple, c'est pour dire que bon, je suis censé avoir les moyens pour avoir un avocat pour pouvoir justement plaider ma défense. Enfin, en tout cas, mes inquiétudes. Mais vous imaginez pour les familles qui sont vulnérables, si on leur propose de l'argent, ils prendront. Si on leur propose de recruter leurs enfants, bah oui, forcément. En tout cas, si les plaintes sont là, parce qu'il y a beaucoup de négligence également due aux surcharges, au surménage du professionnel. Pas parce qu'ils viennent d'arriver, parce que tout à l'heure, j'ai cru entendre ça, que parce qu'il y en a parfois, ils arrivent, donc ils ne maîtrisent pas la situation. Non, peu importe le professionnel, du moment qu'il est là, il est en mesure de faire des bons soins. Mais seulement, quand un professionnel, il se retrouve, au lieu de s'occuper d'un patient, il doit s'occuper de 10 patients, et forcément, il va y avoir non seulement du surménage de l'autre côté, mais de l'autre côté, de la négligence, mais pas de la négligence, voulue, souhaitée. Mais c'est les conditions auxquelles nous travaillons.
Mais est-ce que à chaque fois, on peut dire que c'est rejeter la faute sur la surcharge de travail, etc., les conditions de travail? Parce que selon nos informations, des professionnels de santé, des spécialistes en particulier, auraient même compris un rouage qui s'est mis en place face à la forte demande de médecins, en tout cas de spécialistes à Mayotte. Ils se rendent disponibles que 3 ou 4 mois maximum. Des médecins qui négocient très bien leur venue à Mayotte, nourris, logés. On leur met à leur disposition également des véhicules et ils gagnent jusqu'à 30 000 euros par mois. Est-ce que le désert médical, lorsqu'on nous dit que Mayotte n'est pas assez attractive, est-ce que finalement ce n'est pas juste une sorte de parade pour entretenir cette problématique? Je ne dirais pas ça dans un premier temps, vu le contexte actuel. C'est-à-dire que même pour ceux qui sont là et qui réclament beaucoup, s'ils ne venaient pas, on serait encore plus mal. Mais, je l'ai toujours dit, on l'a toujours dit ici, c'est que le fait de manquer volontairement d'anticipation, on sait que maintenant, il n'y a pas de numerus clausus. C'est quoi qui empêche l'ARS, le conseil départemental? Nous avons une université qui est là. Nous avons des enfants et des petits frères et sœurs qui font des bacs S. Avec mention. On peut les accompagner et anticiper. Il y a une bourse qui est mise en place pour il y a une prépa aussi. Oui, mais tout ça, c'est léger. Quand on connaît, par exemple, le besoin de ce qui nous attend demain, on ne devrait pas envisager de former 1 ou 2 par an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de la même manière que, par exemple, tout ce qui est dans l'anticipation. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher ceux qui viennent, comme on dit, les professionnels sac à dos, ou qui viennent pour des primes. Parce qu'il y a ceux aussi qui sont là, parmi ceux qu'on dit que voilà, ils ont droit à ça, mais il y a ceux qui sont restés là et qui se sont investis pendant longtemps, mais faute de n'avoir pas été entendus par rapport aux dégâts à venir, on en est à là. Donc aujourd'hui, ils ont raison. Par contre, les mesures doivent être équitables, parce que les médecins, quand ils s'occupent d'un malade, c'est le même malade qui est occupé par les autres professionnels de santé. Henri Rigotard, le temps passe assez vite. Récemment, vous l'avez d'abord... Récemment, on va continuer comme ça. Récemment, l'impensable s'est produit au CHM, un déséquilibré mental, hospitalisé. On l'a mis dans la même chambre qu'une patiente, une autre patiente en tout cas. L'individu a profité de l'occasion pour abuser de sa camarade de chambre. Est-ce que vous confirmez? Ils n'étaient pas dans la même chambre, mais effectivement, c'est le lieu de la psychiatrie. C'est un lieu où on mélange les malades qui doivent être isolés et ceux qui doivent être juste en repos. Et effectivement, oui, il y a eu viol la même semaine que l'ARS a inauguré la maison de santé à Combani. Les maisons de santé à Combani. Sachant qu'une semaine avant ça, les élus du CTE, comité technique de l'établissement du CHM, et du CHSCT ont donné un avis défavorable. L'ensemble des syndicats a donné un avis défavorable. Pour l'ouverture de cette maison de santé mentale? Pour des raisons de sécurité. C'est pas un établissement qui doit accueillir des malades. Et du fait aussi qu'il y a du partenariat et on ne connaît pas les conventions et qui paye, qui finance et comment et par quel budget. Et on sait également aussi que c'est ironique parce que ça fait des années que nous nous battons pour avoir un pôle psychiatrie. D'ailleurs, on nous a accordé pour 30 lits. On sait que c'est pas suffisant parce qu'il en faudrait au minimum 50. Au même moment où on se bat justement pour mettre en place ce pôle psychiatrie, en fait, on est en train de prendre les agents qui étaient censés venir renforcer la psychiatrie, le CHM, et de les mettre dans des conditions où de toute façon, ils ne seront jamais optimales. Mais en plus de ça, il va y avoir de la maltraitance. Dans cette maison de santé mentale qui a ouvert à Combani, donc par l'association Mlezi Maoré à qui on a confié cette mission, elle a ouvert donc ses portes récemment avec une capacité limitée et un public visé. Seuls les déficients mentaux de la 3CO, de l'intercommunalité du centre, pourront y être accueillis. Nous avons proposé des établissements de l'hôpital qui appartiennent à l'hôpital qui sont vides aujourd'hui, qui ne sont pas occupés, qui ont des cours. Et ils les ont refusés. On ne sait pas pour quelle raison. Il y a certainement
un conflit d'intérêts là-dedans ou il y a Donc, quelque chose qui va pas. donc les syndicats, vous avez quand même soulevé le problème, mais vous n'avez pas été entendu par l'Agence Nous- régionale de santé? On a soulevé le problème. Là, nous allons rencontrer l'agence régionale de santé le 16. Mais dans la mesure que c'est lui qui a mis ça en place, donc on attend les réponses de sa part. Mais nous le savons concrètement que ça n'a pas de sens de donner des fonctions à une association qui est censée s'occuper de la délinquance juvénile et de l'insertion pendant des années où on leur donne des millions, on parle de millions. Aujourd'hui, quand on regarde sur la route, quand on voit la délinquance juvénile, quand on voit les jeunes qui ont été délaissés, tous ces jeunes-là manquent d'insertion et d'accompagnement. Donc, au jour d'aujourd'hui, on va redonner encore la même association un budget pour qu'ils s'occupent de ces jeunes quand ils ont perdu espoir et quand ils sont dans la rue ou quand il y a quelque chose qui s'est déconnecté de leur tête. Vous voyez ce que je veux dire? Pour quel intérêt cette association ira faire de l'insertion, hein, de l'accompagnement, si au final, c'est pour qu'ils reviennent malades chez eux? La santé rapporte plus que la prévention.